préambule de ce conseil municipal. Je vais d'abord vous lire un premier document. Hop. Nous avons reçu ce document en date du... j'ai plus exactement en tête la date, c'est mardi, je crois. Mardi. Je sous-signais Valérie Vella, secrétaire du contentieux du Conseil d'État, certifie qu'à la date du 12 mai 2024, la consultation des registres du greffe de la section contentieux concernant le Carmel de la ville de Saint-Père-sur-Mer ne fait apparaître aucun pourvoi en cassation contre l'arrêt numéro 22 NT 03210 rendu le 16 février 2024 par la Cour administrative d'appel de Nantes. Ce qui signifie que la ville de Saint-Père a donc gagné cette suite interminable de procédures qui est engagée depuis maintenant 6 longues années. Donc je pense qu'on peut être... Voilà, on peut applaudir. Voilà, alors j'ai l'émotion, mais je vais quand même vous lire le petit mot que j'ai prévu de vous lire ce soir. Donc on a le plaisir de vous annoncer que la justice a tranché en faveur de la municipalité dans le dossier d'acquisition du Carmel. Après avoir préempté ce bien en 2018, la commune avait fait face à un recours de l'acquéreur évincé devant le tribunal administratif, puis en cour d'appel et enfin au Conseil d'État. Aujourd'hui, avec cette décision définitive, les élus de Saint-Père-sur-Mer vont pouvoir se réunir de nouveau pour relancer le projet initialement prévu dans le cadre à la fois du plan local d'urbanisme de la ville de Saint-Père, le PLU, et plus particulièrement dans le cadre du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD de Saint-Père, qui avait été adopté en 2007. Ce projet ambitieux consiste en la réalisation d'un complexe culturel et en la poursuite de l'urbanisation du secteur afin de répondre aux besoins de logement et de promouvoir la mixité sociale. Ça, ce sont les lignes telles que ça figure dans l'arrêté de préemption. Conformément à l'engagement de la municipalité depuis son élection en 2020, ce projet fera l'objet de concertation avec la population et les acteurs locaux. Nous tenons à ce que chaque étape soit réalisée en collaboration étroite avec nos concitoyens pour garantir que le développement réponde aux attentes et aux besoins de notre communauté. Nous tenons également à exprimer nos sincères remerciements aux élus anciens et aux élus nouveaux, si je puis dire, parce qu'on n'est plus tellement nouveaux, mais bon. Je voudrais particulièrement exprimer l'ensemble de la reconnaissance qu'on peut avoir pour l'ancien maire, M. Guy Lecroiset, puisque c'est lui qui a signé l'acte de préemption à l'époque. Quant aux élus actuels, ils ne sont pas tous réunis ce soir, c'est un petit peu dommage, mais je sais combien il leur tient à cœur de pouvoir se mettre enfin de façon apaisée autour de la table et de pouvoir retravailler ce projet qui va partir sur plusieurs mandats successifs, parce que c'est un projet qui prendra du temps, mais qui le vaut bien, comme dit une certaine publicité, si je puis me permettre. Je tiens aussi à exprimer nos plus vifs remerciements à l'ensemble des services municipaux qui ont contribué à porter ce dossier depuis de nombreuses années. Bien évidemment, service urbanisme, je pense à Pascal Châtel et aussi Marine Le Tourneur, parce que c'est Marine Le Tourneur qui a rédigé à l'époque l'arrêté de préemption. C'était elle qui était là pour faire ça. Bien sûr à Anne-Cécile Busson qui a pris la suite depuis qu'elle est arrivée au service urbanisme de la ville, mais aussi l'Office culturel qui a toujours défendu le Carmel et qui a porté haut les couleurs de cet endroit magnifique,
et qui sera fortement sollicité aussi, bien sûr, pour la construction d'un projet futur. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement l'ensemble des services techniques municipaux qui, depuis toutes ces années, entretiennent avec beaucoup d'engagement et beaucoup de respect pour le lieu, entretiennent ce lieu qui est à la fois, qui a une dimension patrimoniale, une dimension historique, bien évidemment, qui est chère au cœur de tous les Impérais, mais au-delà, qui a une dimension culturelle et qui a eu une dimension cultuelle, qui possède une véritable âme qui nous semble important, j'imagine, je vais m'avancer un peu, mais je pense que vous partagez tous ce sentiment-là, qui possède une vraie âme qu'il faut absolument préserver. Voilà. Notamment, Annie en parle souvent, mais elle n'est pas la seule, le cimetière des Sœurs, hein, qui est dans l'enclos du Carmel. Voilà, tout ça méritera un travail long, approfondi, respectueux, et en concertation, bien évidemment, avec toutes les personnes qui souhaiteront s'associer à l'élaboration progressive de ce magnifique projet, je n'en doute pas, pour la ville et pour notre territoire. Leur travail acharné et leur engagement continueront d'être essentiels à la réalisation de ce projet. Remerciements aussi à Monsieur Lequin, ancien président des Amis du Carmel, qui a contribué à l'époque à ce que cette démarche, cette procédure de préemption puisse se faire dans les meilleures conditions. Nous remercions toutes les parties impliquées, les habitants notamment, pour leur patience et leur soutien continu dans ce dossier important pour l'avenir de notre belle commune. Nous sommes impatients de voir ces projets prendre vie et de contribuer à l'épanouissement de notre communauté. Merci à tous. Donc, pour ce soir, à l'ordre du jour, oui, bien sûr, Sylvie, excuse-moi. Ouais. L'ensemble des élus de la minorité, et je regrette que nos 4 collègues ne soient pas là ce soir, mais je pense que leur lieu de vacances, ils doivent nous écouter et ils partagent totalement, on partage les propos que tu viens de tenir. Effectivement, on remercie l'ensemble des acteurs pour cette réussite. Je pense que le bon sens a parlé et le Carmel appartient bien aux Saint-Péray. À tous les Saint-Péray. C'est ça qui est formidable. Tout à fait. Merci Sylvie. Je ne sais pas si vous souhaitiez faire d'autres interventions. Vous avez la parole. Hein. C'est vrai que je partais dans mon ordre du jour, mais voilà. C'est voilà, on va sonner les cloches. C'est ça, tout à fait. Pour la route de l'Eso sur la tranche 2. Le conventionnement avec le département de la Manche pour la pérennisation des aménagements tests qui ont été réalisés sur la route départementale 911. Enfin, une charte d'accueil des cirques, qui n'est que la reprise de ce qui existe déjà. Sur le volet urbanisme, l'approbation du plan d'aménagement des parcelles AS numéro 326, 585 et 584, et enfin des affaires diverses, pardon, avec des décisions prises par délégation et autres affaires. Mais nous avons le plaisir d'accueillir 2 charmantes personnes, et je vais laisser la parole à Françoise, elle va vous les présenter, et on va ensuite leur donner la parole. Je vous en prie, installez-vous, mesdames. Merci en fait de nous avoir laissé ce petit temps avant de pouvoir vous accueillir. Donc on accueille ce soir Céline Seguin qui s'occupe du pôle famille de Granville et Madame Céline Lenné qui travaille au niveau de la préfecture, qui travaille dans la même dynamique par rapport en fait aux sensibilisations des violences intrafamiliales. À savoir, le pôle famille a été en partie financé par la commune de Granville, Saint-Père-sur-Mer, Donville et Yclon. Donc c'est important aussi qu'on puisse voir, et il y a plein d'actions, plein d'événements qui se passent au niveau du pôle famille et au niveau de cette sensibilisation. C'est important qu'on puisse avoir votre explication et tous les détails en fait, on attend ça avec impatience. Merci pour votre intervention. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Madame Lenné et Madame Seguin. Et puis voilà, c'était très éclairant. Merci beaucoup. Merci.
Sujet grave, mais important. C'est vrai que nous, les élus, on n'est pas forcément informés de tout. Voilà. Le Pôle Famille, c'est vraiment un organisme qui travaille très bien. Et voilà, c'est important de aussi pouvoir les recevoir et être à leur écoute, parce que tout ça, c'est au bénéfice des victimes. Hein. C'est ça qui compte. Alors, on va être un peu plus terre à terre. On va revenir sur les délibérations, si vous voulez bien, messieurs, dames. D'abord, sur le procès verbal du conseil municipal du 15 mars 2024. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des remarques à formuler sur ce procès verbal? Donc je vais le faire adopter. Il n'y a personne qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Ensuite, deuxième procès verbal, c'est celui du 12 avril 2024. Je m'excuse, hein, je ne pouvais pas être présente parmi vous, mais c'est Isabelle qui a piloté le conseil. Pareil, est-ce que vous avez des remarques? On peut considérer que le conseil municipal adopte, personne n'est contre, ni ne s'abstient. Merci beaucoup. Ensuite, sur le volet administratif, on va passer à l'exercice de style que tout le monde préfère ici au sein du conseil, c'est-à-dire le tableau des effectifs. Surtout moi, ouais. Voilà. Donc, le centre de gestion du département de la Manche nous transmet tous les ans le tableau des avancements de grade pour l'année en cours, donc l'année 2024. Il a été soumis pour avis aux responsables de pôle, de chaque pôle constituant un ensemble de services municipaux pour la ville de Saint-Père. Il a été également soumis au directeur général des services, Monsieur Lefebvre, que je salue, qui est là discrètement dans son petit coin, mais qui travaille bien là-dessus aussi. Et bien sûr, il m'a été soumis. Donc ce tableau est en conformité avec les lignes directrices de gestion de la commune de Saint-Père-sur-Mer, hein, qui impose une antériorité minimum de 3 ans dans le grade. Ce qui avait été voté, alors je ne sais plus quelle année, Nicolas, c'est le vote 2021, 2021. Je crois. 2021. Je vous fais grâce des lois et autres décrets. Donc, on va considérer qu'il convient de tenir compte, en fait, pour cette proposition. 14 avaient été proposés par le centre de gestion, on a retenu 13. À savoir, la création d'un grade d'adjoint administratif territorial principal de première classe et son pendant, c'est-à-dire la suppression d'un grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe concernant Anne-Cécile Busson pour le service urbanisme. La création d'un grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et donc son pendant la suppression du grade d'adjoint administratif territorial simple pour Colette Intro. La création de 2 grades d'adjoint technique territorial principal de première classe et donc la suppression de 2 grades d'adjoint technique territorial principal de 2e classe concernant Patricia Blondio pour le service restauration, ainsi que Séverine Mitoire également pour le service restauration. Création de 4 grades d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et suppression donc de 4 grades d'adjoint technique territorial simple pour Claude Dubois, Olivier Viclin, Guillaume Briard et Charlène Potier.
création d'un grade d'adjoint territorial d'animation principale de 2e classe et donc suppression du grade d'adjoint territorial d'animation tout simple pour Olivier Miclot, hein, qui est à l'école de tennis municipale notamment. Création de 4 grades d'agent de maîtrise principale et suppression de 4 grades d'agent de maîtrise simple pour Guillaume Anquez, qui est donc le responsable du pôle restauration et, j'oublie toujours l'intitulé, c'est le pôle... Ah, on a un trou là. David Châtel, donc l'électricien, Stéphane Fouque pour le service voirie, et Corinne Lhuillier pour le groupe des ADSEM. En 2023, il y aura donc en tout 7 avancements et l'incidence financière pour la ville de Saint-Père sera donc sur ces ensembles d'avancements de 342,57 € bruts par mois. Voilà. Donc au titre également de la promotion interne, nous avons proposé la transformation de 3 postes, si et seulement si il y a validation par le jury du centre de gestion 50. Donc ce sont 3 dossiers qui ont été déposés, absolument pas garanti qu'ils obtiennent leur promotion interne. Du grade d'agent maîtrise au grade de technicien pour Guillaume Anquez, du grade d'éducateur des activités physiques et sportives principale 1re classe au grade d'attaché pour Franck Lefebvre, et enfin du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe au grade de rédacteur pour Sonia Sosro. Et enfin, pour ce tableau des effectifs, le recrutement de 5 contractuels, Anthony Béguin pour les services techniques, Virginie Maréchal pour le CCAS de la ville de Saint-Père, Marie Chausse pour le service RH, Samantha Janvresse pour le service animation et Clémence Gorgeon pour la médiathèque de Saint-Père-sur-Mer. Voilà. Donc je dois vous informer de l'état du personnel au 1er mai 2024 et je dois vous faire approuver le tableau. Est-ce que je suis obligée de relire tout le tableau ou vous l'avez lu? Je crois que j'ai été assez... Oui, ça va comme ça, c'est clair? Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tu as parlé de 342 €, c'est pour les 7 personnes, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est l'incidence financière qui est vraiment pas beaucoup en fait pour la ville. C'est-à-dire que en fait la progression de carrière c'est toujours assez spectaculaire quand on dit waouh, 13 avancements de grade. Ça paraît beaucoup, mais au final financièrement pour l'agent tu changes de grade, mais c'est pas pour autant que ton salaire va, tu vois. C'est pour ça que c'est important de bien étudier tous les ans, tous ensemble. C'est vraiment chaque responsable de pôle, le DGS évidemment, et les élus en commission, on voit les avancements quand même, c'est important qu'ils avancent. Il faut qu'ils progressent dans leur carrière parce que ça n'a pas une incidence directe, tu vois, phénoménale sur leur salaire. Par contre, ça a une incidence importante pour la progression de carrière. D'accord. Voilà. Donc si vous en convenez, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre cette proposition ou qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le numéro 2, c'est un recours au service civique et je vais laisser la parole à Emmanuel. Merci Anaïg. Donc effectivement, la délibération suivante, c'est pour le recours au service civique. Comme Anaïg, je ne vais pas faire référence à toutes les lois. La principale, c'est celle du 10 mars 2010 qui est relative au service civique. L'intention est effectivement du service civique de proposer à des jeunes de 16 à 25 ans de faire une mission d'intérêt général dans un organisme à but non lucratif d'une durée allant d'une demi-année à une année. Donc il y a 9 domaines globaux. Je ne vais pas vous les citer, honnêtement, j'aurais peur d'en oublier au moins 2 ou 3. Avec une hauteur d'investissement de 24 heures par semaine.
Et l'idée, c'est que ce soit du terrain et de la cohésion et de la mixité sociale. C'est aussi parallèlement l'intention de faire réfléchir à un parcours, je dirais, personnel, citoyen et professionnel pour le jeune qui s'inscrive dans ce service civique. Il faut savoir qu'il est régi non pas par le code du travail, mais par le code du service national. Donc il y a quand même des nuances. Il y a un agrément qui est délivré pour une période assez courte, d'environ 2 ans. La réception, l'accueil plutôt d'une personne qui voudrait faire un service civique doit suivre certaines règles, dont celle de la nomination d'un tuteur et d'une mission qui soit claire. Là, le tuteur pour ce poste-là serait Philippe Mancel, donc de l'espace de vie sociale, et la mission s'appelle « Comment innover pour rompre l'isolement des seniors ». Vaste programme. Il y a évidemment une compensation financière. Elle est prise par l'État pour environ 505 € et par la commune pour 115 €. Alors c'est exactement 619,83 pour le montant net par mois qui est perçu. L'État, c'est 504,98. Le reste à charge pour la commune, c'est 114,85. Et donc, pour une durée de 6 mois, ça reviendrait à la collectivité à 689,10 € et pour un contrat de 8 mois de 918,80 €. Et donc, il vous est demandé d'autoriser Madame la maire à introduire un dossier de demande de renouvellement au titre d'agrément, au titre de l'engagement, dans le dispositif de service civique auprès de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, d'autoriser la formalisation des missions, d'autoriser Madame la maire ou son représentant à signer les contrats d'engagement de service civique avec les volontaires tels qu'ils sont définis dans le cadre de la loi du 10 mars 2010, de donner son accord de principe à l'accueil des jeunes en service civique volontaire avec démarrage dès que possible après obtention de l'agrément de 2 ans, et de dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la qualité de l'accueil des volontaires et à la mise en œuvre des missions, ainsi qu'à promouvoir et valoriser le dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver cette délibération. Moi, je vais me permettre juste de rajouter, parce que j'ai eu un petit mot d'Annick, un service civique, c'est pas un emploi précaire. C'est pas un emploi précaire. Le service civique, dans une collectivité notamment, c'est vrai qu'il y a eu des dérives, il y a eu des abus. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des employeurs ou des collectivités qui employaient, entre guillemets, des jeunes, pour pas cher, on peut le dire, hein, et qui leur donnaient à faire des tâches pour remplacer, par exemple, un personnel absent. C'est absolument pas le cadre légal d'un service civique. Le service civique, c'est bien de mobiliser la jeunesse face à l'ampleur des défis sociaux et environnementaux et de proposer aux jeunes un nouveau cadre d'engagement dans lequel ils vont pouvoir mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. Donc, là, ce qui est proposé sur ce renouvellement et avec un tutorat par Philippe Mancel, c'est de pouvoir permettre à un jeune de mûrir peut-être une réflexion, hein, ça peut être un marchepied sur pourquoi pas un projet professionnel plus clairement défini dans sa tête et un engagement social fort, certes pour la collectivité, mais pour lui aussi. Voilà, donc c'est pas, moi j'insiste hein, là-dessus, c'est pas du tout de l'emploi précaire. C'est au contraire, ça a une vocation vraiment pour l'employeur. Normalement, ça doit avoir une vocation sociale quelque part, c'est-à-dire d'accompagner le jeune et de lui permettre de mûrir, d'aborder une réflexion sur lui-même et sur son environnement d'une manière qui est quand même reconnue par l'employeur, et qui doit lui permettre de mûrir son projet, de grandir dans sa tête. Donc je sais qu'Annick m'a donné le feu vert pour voter pour, hein, mais voilà, je voulais faire cette précision-là, Sylvie. Oui, et il me semble aussi qu'elle a dit que c'était une très bonne chose pour le jeune et pour les collectivités. Et moi, pour moi, le contrat civique, c'est vraiment ça peut être un emprunt pour un jeune, ou alors même conforter aussi une orientation qu'il peut avoir choisie. Il est important aussi d'avoir un tuteur qui l'accompagne correctement. Et là, je fais totalement confiance à Philippe qui a
accompagné des jeunes par le passé et qu'il le fera très très bien. Ok, donc on va passer à la délibération. Je vous demande d'approuver le présent de délibération. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ou qui s'abstiennent? Eh bien, merci beaucoup pour le jeune et pour Philippe et pour les Saint-Péret. Troisième point, c'est une délibération qui instaure l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection. Je vais donner la parole à Pascal. Non. Bah, je ne sais pas, hein. Vous n'allez pas vous battre tous les deux. Hein. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. C'est comme vous voulez. Donc en fait, c'est le principe, hein, vous le savez, donc il y a les élections qui arrivent bientôt pour les élections européennes. Et il y avait une pratique hein, d'indemnité qui existait, mais qui n'était pas formalisée clairement, hein, donc par une délibération. Donc le principe, effectivement, c'est d'avoir une délibération qui clarifie les choses hein, par rapport aux indemnités pour les élections. Alors il y a tout un texte avec un certain nombre de lois et de décrets hein, qui instaurent ça, et qui permet finalement de clarifier les choses au niveau des indemnités liées aux élections, en fonction des personnes qui sont mobilisées ces journées-là pour donner un coup de main pour la tenue des différents bureaux au niveau de la commune. Donc là, le principe, c'est effectivement voilà, de clarifier ça, et donc du coup, il y a un certain nombre d'articles qui consistent à instituer cette indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections aux agents relevant des situations suivantes. Donc ça peut très bien être au niveau de la filière administrative ou technique, ça peut très bien être des attachés ou du niveau ingénieur, et avec les différents grades qui sont concernés. Et puis d'étendre le bénéfice de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections aux agents contractuels de droit public de la commune, selon les mêmes conditions et modalités que celles applicables aux fonctionnaires des grades et fonctions de référence. Et puis l'article 3, donc les agents titulaires ou contractuels employés à temps non complet bénéficient de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection à taux plein sans proratisation, puisqu'effectivement c'est lié au temps de présence et d'implication sur ces journées particulières. Et donc d'affecter un coefficient multiplicateur, le taux moyen de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de deuxième catégorie, avec effectivement des coefficients, et puis donc une enveloppe en fonction des coefficients des personnels concernés. L'article suivant, lorsqu'un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée pourra être portée au quart ou au 12e pour les élections autres que présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales, européennes et les consultations par voie de référendum de l'indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires de deuxième catégorie affectée du coefficient retenu à l'article 3. Donc l'indemnité forfaitaire est versée pour chaque tour d'une élection. Donc s'il y a 2 tours, effectivement, ça peut être versé 2 fois. Lorsque 2 tours d'élection se déroulent le même jour, une seule indemnité est allouée. Donc en fait, c'est à la journée d'élection et non pas au tour d'élection, mais c'est à la journée d'élection. Et cette indemnité peut être versée autant de fois dans l'année que celle-ci comporte de tours d'élection, donc ça peut se multiplier en fonction des scrutins d'élection. L'article suivant, c'est d'autoriser Madame la maire à fixer les attributions individuelles dans les limites des crédits inscrits au budget et les modalités de calcul des indemnités. Et l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection n'est pas cumulable avec d'autres indemnités. Par contre, elle est cumulable avec le RIFSEP. Et que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal. Et article 10, que Madame la maire est chargée de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc en fait, le principe, c'est de formaliser et de régulariser ce principe d'indemnité pour les agents qui participent à la tenue des bureaux, sachant que de l'autre côté, la commune est aussi dédommagée par rapport à la tenue de ces élections. Et donc la commune retouche aussi certaines sommes chaque fois qu'il y a des scrutins qui ont lieu sur la commune. Merci Pascal. Donc en fait, il n'y a qu'une seule catégorie et une seule personne ici présente qui est concernée, c'est Monsieur Lefebvre. Voilà, qui est concerné par cette délibération. Il a été nécessaire de bien recadrer tout ça, de bien recaler, avec
les autres peuvent soit récupérer du temps de travail, soit des heures supplémentaires. Hein. Les autres agents, bien sûr, qui participent sont aussi indemnisés, mais pour cette indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, il n'y a que monsieur Lefebvre qui doit d'ailleurs la toucher sous cette forme-là et pas sous aucune autre forme. Alors les coefficients, en fait, déterminent l'enveloppe maximum. Hein. Vous avez la gradation de 1 à 8 et à charge aux élus finalement de déterminer quel coefficient on affecte en fonction du travail mené par... en l'occurrence, je suis désolée de vous nommer, monsieur Lefebvre, mais ce sera vous. Hein. Est-ce que vous voulez que je sorte Non, je pense pas. Hein, je pense pas que ça pose problème. Hein. Je réexplique ce que vous m'avez très bien expliqué pour présenter ça. Hein. Voilà, au sein de l'enveloppe, on fixe des critères. Donc, et en fonction de ces critères, voilà, on détermine si l'enveloppe, c'est l'enveloppe globale, si c'est voilà, c'est assez clair, j'espère, dans mes explications. C'est très clair. Voilà. Et c'est le cadre légal, donc c'est voilà, c'est raccord avec ce qu'il faut faire. Pour information, M. Lefebvre sera présent aux élections européennes prochaines, évidemment. Et il dit que, enfin, on en a discuté hein, cet après-midi, je peux le dévoiler, c'est pas un secret, hein, Nicolas. Qui est, voilà, dans son habitude, il est présent de 7h à 22h. Toute la journée. Sur les élections. pour aller Il fait le tour de tous les bureaux, enfin, voilà, il fait le travail pendant toute la journée. Voilà, donc on vous demande d'approuver cette délibération. Il va falloir qu'on fixe un coefficient, mais voilà. Je vous laisse... Oh. On le fixe là, vous ne faites pas de proposition? Bah oui, parce que c'est pour... Moi, je n'ai pas de proposition à faire. Je trouvais que c'était bien que le conseil municipal puisse faire la proposition collectivement. On peut poser la question à M. Lefebvre. Oui. Qu'est-ce qu'il a comme habitude de recevoir dans sa précédente commune, enfin, commune où vous étiez avant? Alors. C'était peut-être pas... Non, pas de difficulté. J'étais coefficient 6. Coefficient 6. Sur ma précédente collectivité. Et voilà. Et c'était dans quelle ville? En Bretagne. Ah, ils sont riches les Bretons. C'était où en Bretagne? 2002 plus. D'accord. Non, il n'y a pas de récupération de journée. C'est bien cette enveloppe. Voilà. Donc vous allez travailler un dimanche de 7h à 22h. Ça fait, on enlève une heure, ça fait 14h. Enfin, moi j'ai une petite question. Le précédent DGS, il avait quoi comme coefficient lui? Il n'y avait pas de coefficient. Ah, il n'y avait pas de coefficient. C'est pour ça qu'on le vote, parce qu'on n'y avait pas. Oui, bah oui, mais il touchait quand même... Oui. Il touchait quand même quelque chose et qui se rapprochait le plus de quoi? Voilà. Ben, c'était même pas ça. Non, il récupérait pas, il touchait, mais c'était, je vais le dire franchement, enfin, c'était plus que ça. Ah oui, bah voilà. Donc, Plus que 8. Plus que 8, ouais. Ah oui. et ben qu'on le sache, quoi, quand même. Parce que, Oui. Parce que si les heures de présence de M. Lefebvre sont nettement supérieures aux... Il était présent aussi, mais voilà, on n'est pas là pour... non, mais parce que, voilà... Oui, c'est- le repère, le seul repère qu'on que je sache peux donner, s'il c'est que était à c'était 1 ou à au-dessus 8 de ce ou que tu au-dessus vois de 8, affiché là. Voilà. c'est, Alors, moi, je là, vais faire une c'est donné quand même proposition. une base Sachant que M. Lefebvre, de là d'où il vient, a été sur une collectivité où il y a, je pense, moins d'habitants qu'à Saint-Père-sur-Mer, si je ne me trompe pas. Oui, globalement la même chose, mais en population DGF, Saint-Pierre-sur-Mer est beaucoup plus important. Alors, s'il était à 6, on le passe à 7, alors non?
Ou 8, hein. Moi, je serais même allé jusqu'à 8. Moi, je serais allée jusqu'à 8, hein, honnêtement. Enfin, voilà, enfin, moi, ça ne me pose pas de problème. C'est quand même des responsabilités. Tout à fait. Ouais, et puis des responsabilités. Enfin, il faut être sûr que le scrutin se passe correctement. Enfin, voilà. Oui, puis moi, je pense que par rapport à ce qui se faisait antérieurement, qui n'avait pas été acté par l'ensemble des élus, bon, je pense que le coefficient 8 ne me paraît pas, si j'ose le dire, déconnant. Oui. Non, mais par contre, il est peut-être déconnant, c'est ce qu'avait l'autre avant. On n'est pas là pour ça. Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on propose, on fixe le coefficient à 8? Oui. Oui, unanimement? Oui. Merci. Donc, vous approuvez cette présente délibération, vous fixez le coefficient à 8 et vous m'autorisez ou mon représentant à signer tout document afférent à cette délibération. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Je vous remercie beaucoup. Sébastien, point numéro 4, sécurisation des réseaux routes de l'ESO, mais pour la tranche 1. Les travaux de la route de l'ESO, c'est un serpent de mer qu'on s'est engagé à faire depuis plusieurs années, depuis le début du mandat. C'est un gros chantier qui a un coût important pour la collectivité. Donc là, vous voyez le syndicat départemental. Vous pouvez redescendre parce que j'ai pas mon ordi. Donc le syndicat départemental d'énergie de la Manche propose d'assurer la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Donc ils avaient déjà fait les études. Le coût prévisionnel du projet, il est de 320 200 € hors taxe. Ça fait 361 440 € au total. Donc on avait un temps, contraint par rapport aux études qui avaient été faites précédemment pour faire les travaux. Pour la commune, on avait décidé de faire le chantier en 2 phases. Donc la première phase va commencer au cours du dernier trimestre 2024. Donc ça va commencer cette année et donc voilà, on l'a mis au niveau du budget. Là, vous pouvez monter le plan pour que les gens voient les différentes phases. Alors là, si on regarde, là vous voyez Carmel, hein, vous le voyez sur la partie droite de l'écran. Voilà, ça vous permet de situer. D'accord. Donc on fait la première partie, la partie basse, ouais, voilà. Du rond-point de la médiathèque. C'est ça, du rond-point. C'est ça. Jusqu'à l'entrée du Carmel. Voilà, vous voyez la flèche qui longe l'entrée du Carmel. Là, voilà, ça va être quasiment la fin. Ça va être compliqué. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Voilà, il va y avoir l'enfouissement du réseau. Hein. Les routes vont être en mauvais état. Ça va faire... voilà. Et le temps que ça se tasse, et puis on va bloquer la route. Ouais, voilà, ça va durer à peu près 3-4 mois, on va dire, au minimum. Oui, de préférence, ouais, c'est l'année trimestre. Ça se fait en 2 temps, donc ça c'est mis au budget prévisionnel 2024, hein. Le chapitre 23, on a provisionné 225 000 € dans ce chapitre-là, pour cette tranche 1. Les concessionnaires vont tous être informés avant les travaux pour adapter les réseaux en fonction de l'aménagement du futur Carmel. Non, l'aménagement futur du Carmel, parce que le Carmel n'est pas futur, il est bien présent. Voilà. Et puis, je sais pas, Sophie, si tu veux dire 2 mots sur justement l'OAP, un petit peu, qui a été travaillé pour le futur PLUI, là, sur le Carmel, ouais. Parce qu'il y avait des questions tout à fait légitimes qui pouvaient se poser sur les réseaux. Est-ce qu'on les fait remonter depuis la route de l'ESO vers le Carmel, voilà. Et nous, on a été obligés, il fallait travailler avec les services urbanisme de Grandville-Terre-et-Mer et le nôtre, de travailler sur une OAP pour justement anticiper des aménagements futurs
au niveau de ce site-là. Oui, et puis aussi anticipé, on avait été du côté pessimiste, si on n'était pas devenu définitivement propriétaire, pouvoir un peu contraindre ce qui aurait pu être réalisé sur les terrains et sur le Carmel. Les réseaux, il y a 2 accès au Carmel. Il y a l'accès par la route de l'Ezo, mais il y a l'accès aussi par, je ne sais pas le nom de la rue. Rue du Bocage. Oui, mais après pour l'accès, pour un accès véhicule et après l'accès réseau. Oui, sinon il y a d'autres accès, un accès au moins piétonnier là sur le. Là, sur. Ouais, en haut là, où il y a la Le passage là. Ouais. Sur le figuier. Sur la place là. Mais là c'est simple, ça c'est pas un accès véhicule, c'est simplement un accès piéton ou vélo. On s'est posé la question de l'accès véhicule et l'accès véhicule côté Carmel, ça serait limité au Carmel et au champ qui est ce qu'on appelle le champ là, qui pourrait être plutôt un parking, mais pas forcément l'accès véhicule pour la partie qui pourra être bâtie. Orange. Après, il n'y a aucun projet. Non, il n'y a rien de défini. On est sur des orientations d'aménagement et de programmation, des orientations. Et il faut prévoir, il faut anticiper. Voilà, donc ça c'est à l'aide du service urbain de Grand Victor et Maire, du cabinet d'études qui est en train de mener voilà, le travail. Voilà ce à quoi on aboutit sur des grandes orientations. Encore une fois, rien n'est figé, rien n'est décidé, hein, ce sont juste des orientations. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question par rapport aux travaux qui vont être réalisés là, à la fin de l'année, si les réseaux devaient prendre en compte une urbanisation de ce du quartier du Carmel. Ils font plus. On sera quand même bien obligé d'anticiper ça. Oui, il faut l'anticiper, mais vu qu'on n'a pas de projet, les concessionnaires réseau en fait ne font plus d'anticipation comme celle-ci, parce qu'en fait elles ne peuvent pas être viables dans le sens où en fait on n'a pas le projet, tout simplement. Donc c'est vrai que faire des réseaux sans savoir, on peut faire des réseaux, il n'y a pas de problème, mais ils ne feront aucune étude. Enedis ne fera jamais une étude, de toute façon, parce qu'on n'a pas de projet aujourd'hui. Et ça, c'est pas très vieux en fait. Donc pour les CPGA, ça va être à peu près la même chose, Pascal, donc il me semble. On ne peut pas trop prévoir. On va pouvoir prévoir l'usage, on va pouvoir prévoir les dimensionnements. C'est obligé, il y a déjà tellement de population, on va être Là, en plus, côté rue du Bocage, c'est un lotissement qui est relativement récent, que je connais bien. Hein. Et voilà, je pense que là, il y a des plans, il y a des choses déjà qui existent, voilà, de ce côté-là. Côté les eaux, oui, sûrement, là, je te rejoins, je pense qu'il ferait aucune étude pour savoir. Mais de toute façon, l'accès, entre guillemets, principal sur une partie à urbaniser, c'est pas côté Carmel, c'est pas côté route de l'Ezo, c'est de l'autre côté. C'est le bon sens. Voilà, ce sera comme ça. On verra. Vu la configuration des lieux, nous, on a suivi les préconisations du cabinet d'études et du service urbanisme. Oui, puis c'était aussi pour préserver le Carmel et qu'il n'y ait pas une circulation intensive côté Carmel. Voilà, donc ce soir, il vous est proposé de décider la réalisation de la sécurisation des réseaux sur cette tranche-là, de demander aux SDEM 50 que les travaux soient achevés pour le 4e trimestre 2025, d'accepter une participation de la commune de 195 780 €, de
préciser que les sommes nécessaires à l'ensemble du projet sont inscrites au budget communal 2024, de s'engager à rembourser les frais engagés par le SDEM si aucune suite n'est donnée au projet, et de donner, ça c'était par mesure de précaution, hein, de donner pouvoir donc de me donner pouvoir pour signer toutes les pièces relatives au règlement des dépenses. Encore une fois, cette route de l'Eso, comme le disait Sébastien, ça fait des années qu'on en parle. Elle est vraiment dans un état, c'est vraiment pas terrible. C'est quand même la pénétrante sur le bourg de Saint-Père. Et voilà ce qui nous est proposé ce soir. J'ai une petite question par rapport à cette route de l'Eso. Il y a aujourd'hui, pour les gens qui sont les enfants, enfin en poussette ou handicapés et tout, les trottoirs sont absolument pas larges du tout. Il va y avoir quelque chose de fait par rapport à ça sur cette route. On en profite. Là, on est sur l'enfouissement des réseaux. Après, parce que ça se fait en 2 temps, tu fais d'abord l'enfouissement, tu es obligé de laisser reposer au moins 1 an, hein, c'est ça Sébastien? Et après, tu travailles sur qu'est-ce que tu fais, quoi, tu vois, dans l'aménagement. Après, tu fais l'aménagement. Oui, je sais bien, mais est-ce qu'à terme c'est prévu ça? Parce qu'elle n'est pas très large en plus, cette route de l'Eso, elle est très empruntée. On va pas avoir, ça va être compliqué. on va pas avoir 36 solutions. Hein. Mais non, là tout de suite, je te réponds, il n'y a rien de prévu. Justement, on est sur l'enfouissement, on est sur la phase 1 des travaux. Il faut engager l'enfouissement. Ah, c'est rigolo comme expression, ça. Engager l'enfouissement. Il faut engager ça, et après, effectivement, il faut d'ici là travailler. Tu vois, le temps que ça se tasse, il faut travailler, je suis d'accord avec toi, il faut travailler l'aménagement. Pour te donner une idée, là, tu vois, 4e trimestre 2025, c'est la fin des travaux d'enfouissement. Donc, tu comptes à peu près 1 année pour que le sol soit stabilisé derrière. Donc, tu es fin 2026. Et donc là, tu peux penser à faire ton aménagement. Donc, ça veut dire 2027, quoi. C'est assez loin, en fait. Et ça, c'est la première fois. Et non, tout pourra être fait ensemble, je pense. Au niveau de l'enrobé après. Il n'y a que 2 tranches. Oui, non, mais quand on fera l'enrobé, on fera tout. Pour l'aménagement. Il n'y a que 2 tranches. Il y a combien de tranches? 2. Ça laisse le temps de travailler. Voilà, c'est ça, ça laisse le temps de travailler, de réfléchir à ce qui va être le plus adapté pour tous les types de déplacements. Quoi. Tous les déplacements, autant pour les vélos, enfin, toutes les mobilités. En fait. C'est pas que les piétons. Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre cette proposition ou qui s'abstiennent? Je vous remercie. Dans la même veine, si je puis dire, Sébastien, c'est la tranche 2. C'est exactement la même opération, mais pour la deuxième tranche. Donc là, vous avez sur le plan, la deuxième partie. Voilà. Et puis les tarifs qui effectivement ne sont pas tout à fait identiques et qui sont susceptibles d'ailleurs d'évoluer au fur et à mesure du temps, en fonction de ce qu'on trouvera. Voilà, donc ce qui vous est proposé, c'est de décider de la réalisation de l'effacement de la tranche 2, de demander toujours aux M50 que les travaux soient achevés pour le premier trimestre, cette fois-ci 2026, d'accepter une participation de la commune à hauteur de 212 400 €, de s'engager à porter les sommes nécessaires à l'ensemble du projet au budget communal, de s'engager à rembourser les frais engagés par le SDEM 50 si aucune suite n'est donnée au projet, et de donner pouvoir à leur maire pour signer toutes les pièces relatives au règlement des dépenses. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ou qui s'abstiennent? Je vous remercie. Point suivant, c'est le conventionnement avec le département de la Manche pour la pérennisation des aménagements tests réalisés sur la route départementale 911. Je vais donner la parole à Isabelle. Merci beaucoup. Donc l'aménagement en fait provisoire sur la départementale 911 donc ont bien été faits. Donc là on est vraiment sur cette convention en fait à signer entre les deux parties
donc pour le financement, la réalisation et l'entretien en fait des travaux sur le domaine routier. Donc en fait, on est vraiment sur une convention, hein. Les travaux sont bien terminés à l'heure d'aujourd'hui. Donc cette convention, elle rappelle en fait les objectifs en fait d'aménagement, donc le remplacement en fait des bordures plastiques par des bordures en béton, donc utilisées pour la piste cyclable, donc pour la séparation, donc le revêtement de la piste cyclable et aussi sur la portion routière. Le revêtement de l'allée de la Corniche qui a été faite, la signalisation verticale et horizontale, donc là il manque, c'est terminé mais il manque l'horizontale encore pour l'instant. Donc la mise en œuvre en fait de toute la signalétique n'est pas complètement achevée, donc simplement ça. Donc tout l'aménagement fait au niveau de l'arrêt de Beau-Soleil pour l'arrêt de bus, donc avec ralentisseur et un plateau. Et donc tous les abaissements de trottoirs qui ont été nécessaires pour l'accès PMR. Voilà, donc en fait il est proposé au conseil municipal donc la convention pour le financement, la réalisation et l'entretien des travaux sur le domaine routier départemental pour la pérennisation en fait des travaux d'aménagement test réalisés donc sur cette route 911. On pourrait demander à Sylvie à hauteur de combien la participation du département sur ce segment-là? Parce que c'est 100%, là, on est hors agglomération. Parce que moi, j'ai l'enveloppe globale, mais j'ai pas le détail. Pour Saint-Père, j'ai pas l'enveloppe globale, mais j'ai l'enveloppe pour Saint-Père et Jouville. Oui, bah vas-y. Donc un coût estimé pour Saint-Père-Jouville à 510 000 € hors taxe. D'accord. Qui avait été libéré donc, en septembre de l'année dernière. Moi, je dirais de mémoire, mais c'est de mémoire, j'avoue, hein, je plaide coupable, j'ai pas regardé le chiffre exact. On était à entre 100 et 150 000 € pour le segment Saint-Père, là. Le coût total, tu vois, de réalisation entre la bordure, les enrobés, quoi, le revêtement. Parce que tu dois avoir dans le coup, Sylvie, le Carole pont. aussi. Et puis Le pont, ouais, le pont, ça coûte très cher. Ah ouais. C'est les trois aménagements. Ouais, c'est le total, hein, c'est pour les trois communes, c'est ça. En tout cas, on remercie le département parce que les travaux se sont bien passés. Enfin, on remercie déjà le département d'avoir voté ça à l'époque. Voilà, on remercie les services du département qui ont bien travaillé sur la partie Saint-Père. Et je pense qu'à Jouville, ils sont contents aussi. Hein. L'allée de la Corniche est passée en allée verte. Hein, donc ça, c'est important aussi de le signaler. C'est une valorisation supplémentaire de cette jolie allée sur notre territoire. Et puis, on travaille dans la continuité. Oui, je vais te laisser la parole, mais je disais, on travaille dans la continuité côté Bourg pour relier vers Granville. Donc, on est en train de finaliser ça, hein, ce plan vélo. Avec le département et on travaille très bien et bien sûr avec Granville-Terre-et-Mer, hein, où il est berger notamment, qui est un chargé de mission très actif, très impliqué et qui est vraiment aidant pour les collectivités. Donc voilà, je voudrais aussi le remercier. Et Arnaud Morazin pour le département, hein, vraiment quelqu'un à l'écoute. Juste préciser que suite à la réunion publique, moi j'ai envoyé un courrier au département sur la problématique de de signaler quand il fait nuit la bande béton, parce que voilà, c'est vrai que là on est dans un endroit qui est une trame noire pour le site Natura 2000 hein, du Havre du Tard, donc il n'y a pas de lumière, il n'y aura pas de lumière, il n'y a pas d'éclairage. Et du coup, il y a des petits signaux lumineux à chaque bout, mais voilà. Et la réponse qui a été faite, c'est qu'il souhaitait dans un premier temps tester sans, voir ce que ça donne. Et puis, c'est pas fermé, hein, la réponse n'est pas du tout fermée. À l'usage, éventuellement, le département est tout à fait d'accord pour prendre à sa charge, si j'ai bien compris, de mettre de petits signaux lumineux sur la bordure béton, parce que là, dans cette zone-là, il n'y aura pas d'éclairage public. C'est une trame noire pour
pour la biodiversité, site Natura 2000, Ramsar, Znief, je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2 pour les animaux, à chaque fois je confonds entre le 1 et le 2. Bref, voilà, donc on les a interpellés. On les avait interpellés aussi sur le marquage du zébra en haut du virage qui descend vers Quéron-Plage, là. Donc ils ont pris en compte notre demande, c'est-à-dire qu'ils ont fait partir le zébra un petit peu plus loin, de manière à ce que la courbe permette aux conducteurs qui viennent du bourg de Saint-Père d'avoir une meilleure visibilité en descendant vers Quéron-Plage. Et ils ont également pris en compte notre demande l'autre côté, dans le virage qui monte, voilà, dans le sens montant. Ils ont fait un marquage au sol pour essayer de forcer les voitures à s'éloigner un peu de la bordure du trottoir et permettre justement aux gens qui habitent par là, qui descendent ou qui remontent, de pouvoir être plus en sécurité. Donc on les remercie pour ça. Et puis je vais laisser la parole à Isabelle, peut-être pour compléter. Compléter un petit peu justement sur cette convention, en fait, sur la pérennisation en fait de la 911. Donc suite à la réunion publique, donc il a été vu en fait et voté en fait par toutes les personnes qui étaient présentes. Il y a eu plusieurs en fait scénarios qui ont été proposés pour faire la continuité en fait entre Joulouville et Quéron. Donc en fait on sera dans la continuité réelle en fait vraiment sur la 911. On ne reprendra pas en fait les contre-allées en fait sur les côtés, tout au moins les routes en fait qui sont les avenues ou les rues à côté. On reprendra la 911. Donc il y a des petits marquages un petit peu au sol qui sont mis. Cette pérennisation ne se fera pas tout de suite. On fera un essai. Donc en accord avec tous les riverains en fait, qui sont venus pour voter en fait ce principe. Donc on voit sur le plan ici. Et parce que l'on voit en fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vélos en fait qui le prennent. Et reprendre les rues en fait adjacentes, ça va être très compliqué en fait pour les gens qui vont surtout au travail. On voit bien que les gens vont vraiment tout droit. Et en fait, c'était un consensus quand même pour aller vraiment donc, sur cette continuité de faire cet essai en fait, donc de faire un provisoire pour la fin en fait, fin juin ou plus tard. Donc avec les petits blocs en fait que le département nous prête et on les remercie pour pouvoir faire justement ce test en fait au moins pendant 1 an, voir ce que ça donne et faire des modifications en tous les cas s'il y a besoin. Donc ça va permettre en fait à tous les cyclistes et même les personnes à mobilité réduite de pouvoir utiliser cette voie. Parce qu'en fait les personnes qui sont en fauteuil roulant ne peuvent pas utiliser les trottoirs pour pouvoir se déplacer. Donc c'est vraiment un plus. Et ça sera vraiment à partir de cet été, donc vraiment 1er juillet. Et donc là on prépare pour fin du mois de juin au plus tard. Voilà, donc on est dans la même démarche. Le département nous accompagne là-dessus, Grand Vétérinaire nous accompagne aussi, on teste. Ce scénario, c'est celui-là qui est retenu pour le moment. On va tester, on va améliorer, parce que c'est toujours à l'usage en fait qu'on voit ce qui va et ce qui ne va pas. C'est ça le but du test justement. Et en fonction de tout ça, eh bien, nous, notre objectif à tous, département, GTM, ville, c'est d'établir une continuité parfaite entre nos 2 communes et de pouvoir relier donc le Havre du Tard jusqu'à Jullouville, jusqu'au Pont-Bleu. Voilà, comme ça on aura une continuité vraiment parfaite. Comment on gère le rond-point de la Toque Blanche? Alors ça, c'est un travail sur le rond-point de la Toque Blanche, c'est un travail qu'il va falloir mener. C'est un travail qu'il va falloir mener dans le test. Ouais. Donc pour l'instant, en fait, en venant de Jullouville, les vélos seront obligés de reprendre le rond-point. Parce que c'est vrai que c'est vraiment peu large. On fera le test, on verra, et si ça ne fonctionne pas, on pourra peut-être faire dans la continuité. Est-ce que le rond-point, il va falloir rogner un petit peu le rond-point? C'est peut-être des choses à voir dans le futur. Faire passer peut-être un peu plus sur le côté. Voilà, tout à fait. Donc ça ressortait que c'était le point noir en fait
l'itinéraire, hein, c'est le rond-point de la Toque Blanche, on en a bien conscience. Mais on est accompagné par les services du département, les services de Grand Vite Terre et Mer, la police, pour trouver la meilleure solution. On prendra quand même la contre-allée. Les véhicules pourront toujours stationner dans la contre-allée. Le marché sera aussi dans la contre-allée. Donc c'est vrai, pendant 3 mois, en fait, les vélos le dimanche matin, c'est que le dimanche matin, voilà, repassons sur la route. On mettra peut-être des petits parcs vélos en fait, pour stationner les vélos, pour que les gens s'arrêtent au marché. C'est ce qu'ils nous ont dit aussi, hein. Les techniciens nous ont conseillé de multiplier les racks à vélo pour que les cyclistes puissent justement s'arrêter et poser le vélo en toute sécurité. Voilà, on va les suivre, hein. On a des très bons conseils, on est bien accompagnés, franchement. Donc là, les deux sens sont du même côté, parce qu'aujourd'hui, voilà, des deux côtés. Là, ce sera exactement dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé. On fera une communication, on a déjà commencé à travailler, donc là, la semaine prochaine, on va retravailler un petit peu avec Alain, et puis on refera une petite réunion pour vraiment bien en fait communiquer auprès de la population, aller voir un petit peu, faire peut-être une réunion sur place au niveau de Quéron pour que les gens puissent s'approprier un petit peu ce nouveau tracé. Est-ce que tu peux nous rassurer concernant les commerces? Donc les commerces, on mettra en fait un stationnement en fait handicapé. Ça permettra en fait, entre autres pour la coiffeuse qui a fait une demande en fait le jour de la réunion parce que pour elle, elle a besoin en fait d'un accès pour des personnes âgées qu'elle transporte, en fait, qu'elle va chercher, qu'elle emmène en fait à son salon pour pouvoir vraiment en fait utiliser en fait son salon et non aller chez les personnes. Donc en fait, il y aura possibilité en faisant un accès vraiment pour le handicap, pour un stationnement en fait PMR. Donc ça va être acté, donc ça sera mis au bout de la contre-allée, un côté facile. Et puis tous les autres stationnements en fait pour les commerces en fait pourront se faire dans cette contre-allée et dans les allées en fait qui sont adjacentes en fait on pourra toujours stationner. Donc il y aura toujours des places disponibles pour chacun, que ce soit pour les riverains comme pour les commerces. Et moi je peux avoir une vigilance parce que le stationnement handicapé, enfin le petit panneau PMR, les personnes en perte d'autonomie ou les personnes âgées n'ont pas toutes une carte de stationnement, donc attention. C'est pour ça qu'il faut garder ces premières places, on en met une pour le moment, on pourra améliorer en fait en fonction de... réservé pour le commerce, mais... Ouais, réservé, ouais, plutôt... Ça risque de faire des polémiques. Tu mets un réservé. Oui, il y a une vigilance à avoir tout à fait par rapport à ça, complètement. Et puis alors, autre chose... Non, moi je voulais dire que ça a été vite fait, bien fait. La continuité, c'est important parce qu'aujourd'hui ça part un peu en autre boudin et ça se termine en autre boudin, pardon. Et c'est important aussi pour la lumière, enfin, parce qu'il y a déjà eu un accident, je crois. C'était pendant les travaux et la personne, oui, elle était... on va dire, n'a pas pris le bon itinéraire, enfin voilà. Mais oui, tout à fait, il faut être vigilant. Par contre, moi, la réflexion qu'on m'a faite, c'est sur la largeur de cette piste cyclable. Beaucoup de gens la trouvent beaucoup trop large et disent que... et effectivement, quand il y aura l'onction avec Julou, il y aura un trou d'1 mètre à peu près. Et c'est réglementaire, alors c'est pas réglementaire à Julou alors. Non, en fait, normalement la réglementation c'est 3,50 m pour deux vélos en fait, qui se croisent. On peut aller à 2,80 m quand la route est trop, en fait, pas assez large. Ce qui va se passer, en fait, nous sur la continuité, on sera 2,80 m parce qu'on a moins de largeur, on est comme Julouville. Par contre, la partie en fait haute, on est à 3,50 m parce qu'on a beaucoup plus large. Voilà, tout simplement. Mais c'est une réglementation. On a suffisamment en fait pour mettre 3,50 m. Et c'est validé par la CEREMA qui a fait le projet. Ok, parce que enfin, voilà, c'est la réflexion que font les gens. Peut-être que ça les fera ralentir. C'est ralentir.
bande cyclable paraît moins large depuis qu'elle est marquée avec, au sol. Peut-être, et puis peut-être que quand il y aura le marquage aussi de la route, peut-être que... Il n'y aura jamais? On a fait la demande, on n'a pas de marquage. Les services du département nous auraient prévu qu'il ne ferait pas de marquage comme il y a sur la D21 qui a été refaite il y a quelques années. C'est bien la D21, je ne me trompe pas de numéro. Oui, où ils ont tout refait, ils n'ont pas fait de marquage au sol. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est quand tu ne fais pas de marquage au sol, ça incite les voitures à ralentir quand il y a quelqu'un qui arrive en face. Donc finalement, c'est plus... Enfin, je vous donne la réponse qu'on m'a donnée. Hein. Ça incite les voitures à ralentir. De fait, elles ralentissent. Quand elles sont toutes seules, par contre, elles peuvent aller beaucoup plus vite. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. Donc le département ne fait plus de marquage au sol. Alors c'est fou parce qu'il y a un marquage sur la piste cyclable et il n'y en aura pas sur la route. Bon, moi je trouve ça assez surprenant et puis franchement, limite dangereux quand même. Et puis bon, il va y avoir des frottements qu'on appelle ça, de rétroviseur. Je suis très surpris par l'histoire du marquage. Bah oui, mais nous aussi, hein. On a demandé, mais c'est la réponse qu'on nous a donnée. Moi aussi, ça m'a surpris quand j'étais en copie de la réponse. Et en ce qui concerne la signal, les petites lumières là, sur la voie béton, je verrai à ce que... Oui, parce qu'en fait, à la dernière réunion en fait, avec les services techniques, il a été précisé qu'en fait, le département ne voudrait pas nous permettre des petits... qu'on les mette nous-mêmes. C'est ça. Après, il y a eu un accident déjà sur le Croissant à l'époque où ils ont fait les... Je sais plus comment on appelle ça, la bordure béton là, qui rétrécit la voie pour arriver sur le rond-point. Et le département a fini par les mettre suite à l'accident. Oui, voilà. Donc peut-être qu'en insistant, voilà. On ne va pas attendre qu'il y ait un drame non plus, mais il faut vraiment qu'on soit insistant. Je pense que ça, on finira par avoir gain de cause. Le premier drame, ce sera un motard, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, Daniel n'est pas là, mais il m'a fait part de remarques par rapport à cette piste cyclable. Mais Isabelle, tu l'as dit, la signalétique, elle n'est pas totalement achevée. Et nous me disait aussi qu'il fallait voir pour obliger les cyclistes qui viennent de Saint-Père à emprunter le chemin de la Corniche. Ouais, mais tout le monde ne le fait pas. D'où la signalétique, voilà. En fait, au niveau de la Corniche. Voilà. Au sol. Et non, que c'est vrai, quand il se retrouve de l'autre côté, de la grâce de Dieu, après avoir monté la côte, sans possibilité de rejoindre donc la piste avant Beau Soleil. Donc voilà ce que Daniel... Elle est mal indiquée, c'est vrai qu'il faut... Voilà, il y aura au sol des... De même que tant qu'on n'a pas mis en place le test, on a procédé à des marquages temporaires jaunes. C'était Daniel qui avait fait la demande et la suggestion, une très bonne suggestion, d'inciter les vélos qui viennent de Gelouville pour, quand ils arrivent au niveau du segment test, pour bien suivre le bon tracé et prendre la piste cyclable. Donc on a fait mettre ces marquages jaunes qui sont bien visibles. Parce que c'est vrai que quand tu es d'ici, à la limite tu connais, mais quand tu n'es pas d'ici, et cet été il va y avoir du monde, tu ne connais pas forcément. Maintenant, juste un rappel, le code de la route, une piste cyclable n'est pas obligatoire. On ne peut pas obliger les cyclos à prendre la piste. C'est aberrant, mais c'est comme ça. On va procéder à la délibération. Donc, il vous est proposé d'approuver, alors là, on revient à la délib, d'approuver la convention pour le financement, la réalisation et l'entretien de travaux sur le domaine routier départemental pour la pérennisation des travaux d'aménagement test réalisés sur cette route départementale numéro 911. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ou qui s'abstiennent? Je vous remercie. Point suivant, la charte d'accueil des cirques. Jean-Michel n'est pas là
confié la lourde mission de vous présenter ça. En fait, on doit décider ce soir, article 1, d'adopter la charte d'accueil des cirques sur la commune de Saint-Père, qui est annexée à la présente délibération. Il n'y a pas grand-chose de nouveau dans cette charte qui existait déjà. Je vais vraiment, au niveau de la convention que vous avez dû avoir normalement, la charte, pardon, vous l'avez tous eu, hein. Capacité maximale d'accueil du public sur le site de la place des loisirs, c'est 1500 personnes. Le diamètre maximum du chapiteau, c'est 38 mètres, ou bien 2 chapiteaux, enfin tout ce qui se pratique déjà. Je vais vite hein, sur la charte. Tarif d'occupation du domaine public, donc pour les cirques de moins de 200 places, il est de 180 € par jour de représentation. Pour les stages, les jours de stage, il est de 20 € par jour sans représentation. Pour les fluides, 35 € par jour. Pour l'eau, 5 € par jour. Ça nous renvoie aux tarifs communaux. Ça, c'est pas très important, je laisse tout ça, je pense. En cas d'installation sur un terrain privé, le demandeur devra fournir également les coordonnées du propriétaire du terrain, l'adresse du terrain, une autorisation écrite du propriétaire. Ça n'a pas toujours été le cas. Rappelez-vous, Géant Casino, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Sur l'installation, voilà, l'organisateur s'engage à un certain nombre de choses. Je ne vous lis pas tout, hein, ok. Il y a bien sûr le respect de la condition animale, qui est un incontournable dans cette charte. Contrôle sanitaire. Enfin, ce que j'avais retenu, c'était la sécurité, à savoir que l'organisateur s'engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la sécurité des biens et des personnes pendant la durée du spectacle. Il s'engage à respecter toute la réglementation sur la sécurité des spectacles de cirque et des chapiteaux, notamment les dispositions particulières relatives aux chapiteaux, aux tentes, aux structures, contenues dans les arrêtés modifiés du 23 janvier 1985, ça ne date pas d'hier. Hein. Le cirque doit délimiter l'aire de montage et afficher sur le lieu un panneau signalant l'interdiction du chantier au public et pouvoir matérialiser la limite entre l'espace chapiteau et l'espace public. Donc ce qui nous est proposé, article 1, c'est d'adopter la charte d'accueil des cirques sur la commune de Saint-Père-sur-Mer, annexée donc à cette présente délibération. L'article 2, la charte d'accueil des cirques a pour objectif de fixer de façon très formelle les conditions d'accueil des cirques sur le territoire communal, notamment en matière de respect de l'environnement, du bien-être animal, de sécurité, d'hygiène et de salubrité publique. Enfin, l'article 3, la présente délibération sera publiée et affichée conformément aux dispositions légales en vigueur. On vous propose donc ce soir d'approuver cette présente délibération et de m'autoriser ou mon représentant à signer tout document afférent à cette délibération. Il y a des questions? On peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ou qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le 8e point, c'est le réseau des médiathèques. Donc la convention de partenariat entre la communauté de communes et Saint-Père-sur-Mer. En fait, c'est la même chose. Hein. Par contre, il n'y a pas de nouveauté en dehors des articles 2 et 14 relatifs aux tarifs d'inscription. Ceux-ci ont forcément été modifiés pour prendre en compte la généralisation de la gratuité des abonnements. Donc cette convention est établie pour une durée de 3 années. Les termes de cette convention pourront être révisés à la demande de l'une ou de l'autre partie, sous forme d'avenant et sous réserve d'un accord entre les parties. Est-ce qu'il faut que je vous... Non, c'est bon. D'accord. Donc il est proposé au conseil municipal ce soir d'approuver les termes de la convention de partenariat entre la communauté de communes Grand Vétérinaire et les communes de Bréal, Sérance, Donville-les-Bains, Granville et Saint-Père-sur-Mer, de m'autoriser à signer cette convention ainsi que tout document s'y rapportant et de me donner tout pouvoir aux fins d'exécution de la décision. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ou qui s'abstiennent?
Merci beaucoup. 9e et dernier point, la charte des collections pour le réseau des médiathèques, dans la même veine, hein, pour formaliser les objectifs généraux du réseau de lecture publique, ainsi que les grands principes de constitution des collections dans le cadre de leur fonctionnement en réseau. Les médiathèques du réseau de Grand Vétérinaire ont conjointement élaboré une charte des collections. Ils travaillent de mieux en mieux tous ensemble. Hein. Les principes exposés dans cette charte ont été déterminés afin que les collections composent des ensembles cohérents qui correspondent aux missions des médiathèques et aux besoins des publics. Alors nous, concernant les spécificités, je vais juste aller là-dessus, hein, si vous voulez bien, sur les spécificités. Concernant la ville de Saint-Père-sur-Mer, pour les imprimés, nous avons de la littérature française et étrangère exigeante, des BD, des polars, des albums jeunesse, des documentaires du Fonds local et sur la Seconde Guerre mondiale. Pour le cinéma, nous avons des classiques du cinéma. Voilà, c'est-à-dire que cette charte des collections, c'est pas pour, comment dirais-je, homogénéiser tout pareil partout dans toutes les médiathèques du territoire. C'est bien pour faciliter quand même les prêts et les navettes entre les différents sites, mais c'est aussi pour mettre en évidence les spécificités de chacune des médiathèques avec les collections qui leur sont propres. Donc, il est proposé au conseil municipal ce soir d'approuver ce projet de charte des collections pour le réseau des médiathèques. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'ai pas eu de consigne particulière de Jean-Michel. Il m'a dit les spécificités, Anaïs, les spécificités. Voilà. Donc, personne n'est contre, ni ne s'abstient. Je vous remercie. Un point sur l'urbanisme. Elle ne s'endort pas, Sophie, elle est parmi nous. Sur l'approbation du plan d'aménagement des parcelles. Alors, la délibération concerne le terrain du Moulin. Ce terrain est situé en zone 1AU du PLU et le PLU nous impose d'approuver en conseil municipal le plan d'aménagement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait déjà fait pour le lotissement réalisé par Arnaud Vacrenier, c'est le même principe. Donc le permis d'aménager est en cours d'instruction. Quoi vous dire, peut-être que je me déplace. C'est le fruit d'un travail de la commission et du comité de pilotage. Ouais. Donc ça c'est le travail, voilà, et accompagné par le cabinet d'études. On avait le cabinet d'études, la fabrique urbaine et puis le CAUE aussi qui a participé à toutes les réunions. Ça, c'est le triangle qui restera partie publique. Vous attachez pas au cheminement et tout ça, il n'y a rien de figé, on n'a pas travaillé, c'est juste le plan que le géomètre a dressé, mais ça c'est pas encore travaillé cette partie-là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie constructible, la partie qui est destinée à être vendue. Donc on a 4 terrains à bâtir, 2 accès, un accès pour 2 terrains par la rue des Saules, je crois, c'est ça ? Et un accès pour 2 terrains par la rue du Moulin à Vent. Les zones, on n'a pas la légende. Les zones, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est à droite. On voit un peu, alors cette couleur là, c'est les zones inconstructibles. Et la zone constructible sur chaque parcelle, voilà, est ici. On a 4 terrains qui vont de 649 mètres carrés, 655, 756, 731 mètres. Avec voilà les accès comme ils sont prévus. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc là, les points de vue depuis le moulin, visibilité sur la mer, et puis la visibilité là, c'est vers le Carmel, je crois, non? Oui, c'est ça. Il manque juste le petit trait pour le haut, là. Il n'a pas été dessiné. Où ça? Ben, tu
pars du moulin et tu vas en haut. C'est à peu près parallèle, là. C'est un trait droit. Là? Non, non, tu vas vers la gauche. Là. Par là? Ouais. Ah oui, oui, ok. Ouais. En fait, ce qui était préconisé à la fois par les membres du COPIL, la commission, le CAUE, le cabinet d'études, enfin tout le monde était d'accord là-dessus. Il fallait travailler sur ces cônes de vue pour préserver la vue. Quoi. Une vue assez exceptionnelle depuis le moulin. Et de même, l'implantation des... Ouais. L'implantation potentiellement, voilà, il y a un cahier des charges avec... Conserver la vue sur voilà. le moulin aussi quand on monte le moulin. Et la qualité de construction des pignons aussi, côté moulin. Oui, tout ça c'est dans le cahier des charges qui est dressé. Là, c'est le plan d'aménagement, donc c'est le cabinet a travaillé sur un découpage qui permettait d'avoir ces maisons et de conserver le côté patrimonial du moulin, voilà. Là, tout ça sera inconstructible aussi. On n'a pas prévu là de construction de murs, mais une noue avec quelque chose de paysager, d'arboré. C'est inconstructible, mais est-ce qu'il peut y avoir des petits cabanons de jardin ici? Dans leur 8 mètres là. Là? Non, de l'autre côté. Là, on ne les verra pas du moulin, mais entre leur surface. Ah, tous ici là? Oui. Ah bah non. Normalement. Ça dépend de la taille. Ouais. Ah oui. Mais un petit cabanon de 2 mètres, il va se voir. Au-dessus d'1,80 m, tu es obligé de demander un permis de construire. Ouais. On verra. Oh, 1,80 m, c'est bon. En fait, en termes d'accessibilité, dans un premier temps, on a demandé aux différents experts si c'était possible d'avoir un seul accès par la rue du Moulin. Et en fait, ça s'est avéré absolument impossible. C'est impossible. Ils sont pas mal ces terrains. Ils seront pas mal. Ah oui. Ils seront commercialisés comment? Qu'est-ce qu'ils vont être commercialisés et comment? J'ai pas entendu la question. Alors quand j'ai pas de date exacte, il faut déjà que le permis d'aménager soit délivré. Donc si le plan est approuvé ce soir, ça va permettre de finaliser le dossier. Ensuite, il va falloir que la commune procède à la viabilisation et puis après viendra le temps des ventes. Et la manière de vendre, elle n'est pas déterminée. On va réunir à nouveau le COPIL, on fera en commission urbanisme, ce sont les mêmes membres, une validation de la manière dont la vente sera réalisée et les prix de vente. Pour l'instant, c'est encore un petit peu prématuré comme question, mais on aura bientôt la réponse. Ouais, merci de la réponse. Parce que forcément, il va y avoir du monde dessus. Ce sera forcément surveillé, donc il faudra faire très attention à la manière dont ils seront commercialisés. Oui, on est d'accord. Oui, moi j'ai pensé à la vente interactive aux enchères. Voilà. Et parce que ça permettra de laisser l'égalité à tous. Mais franchement, on n'a pas décidé. Je pense que c'est une décision qu'il faut qu'on prenne en COPIL. L'égalité à tous, c'est le tirage au sort, hein, parce que les enchères, c'est pas vraiment l'égalité. Tirage au sort, c'est pareil pas. Vous avez toutes les personnes qui sont intéressées par un terrain, et derrière, vous tirez au sort parmi celles-là. Parce que. De toute façon, il sera toujours temps d'en rediscuter. Hein. On n'a pas du tout arrêté le protocole. Là, ce soir, ce qui est important, c'est d'approuver ce plan d'aménagement de ces parcelles classées en zone 1 AU dans notre plan local d'urbanisme.
Il y a eu un avis favorable des services consultés sur ce plan d'aménagement. Et donc, c'est important ce soir qu'on procède à cette délibération pour pouvoir terminer l'instruction et sortir l'arrêté. Voilà. Sylvie ? Non. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui seraient contre cette proposition de plan d'aménagement ? Voilà. Je ne sais pas pourquoi il se met à parler tout seul. Des fois, il s'énerve tout seul. Je reprends. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à cette proposition de plan d'aménagement ou qui s'abstiennent? Merci beaucoup. Et puis, je tiens à remercier tous les élus qui ont travaillé dans le COPIL, les cabinets et aussi Anne-Cécile qui suit et porte ce dossier depuis le début. Il y avait Judith aussi. Hein. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Concernant les affaires diverses, donc il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises sans débat, délégation d'attribution à Madame la maire. Donc sur le lot numéro 4 pour la mairie, il y a eu un avenant financier pour la fourniture et la pose d'un châssis en façade nord-est, bureau office culturel, c'est ça, de l'autre côté. Voilà, avec la société en frais Leroux, à hauteur de 2626 € hors taxe. Pour le lot 1 des assurances dommages aux biens, avenant financier numéro 3, avec une petite augmentation de la cotisation annuelle, signée avec le SMAC, donc à hauteur de 31 392,89 € hors taxe. Isabelle qui a signé ça. Convention pour l'accueil des migrants à la médiathèque avec l'association Les Mots Bleus. Ça a été fait, j'ai signé ça le 11 avril dernier. Tarif de location de salles aux associations, mais aussi aux entreprises extérieures, on n'avait pas. Donc ça a été signé le 22 avril. Ensuite, il y a toute une liste des marchés conclus en procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable. C'est-à-dire c'est l'ensemble, c'est l'ensemble des marchés inférieurs à 40 000 €. Donc l'acquisition d'une autolaveuse, vous vous rappelez, par le service propreté, l'acquisition d'un lave-vaisselle professionnel pour le service restauration, radio portative pour notre service de police municipale et les fournitures de coupes et de goodies pour le pôle sport et voilà, l'animation. Bon, vous l'avez eu ce tableau-là, vous voyez les montants, à quoi ça correspond. Voilà. Comment? Oui, elles étaient budgétées, voilà, tout à fait. Avant-dernière information, en tout cas pour ce qui me concerne, et je vais laisser la parole aussi à Nicolas, s'il veut bien, il y a une note de service qui a été produite pour l'organisation de la police municipale pour la période estivale, puisqu'il a fallu qu'on travaille avec eux, sachant que la période estivale est toujours une période un peu tendue, hein, il y a beaucoup de monde sur notre territoire et on a besoin d'une police de proximité. Donc je vais laisser la parole à Nicolas. Merci Madame la maire. Donc effectivement avec Monsieur Dolo, on a travaillé sur la mise en place d'un schéma de fonctionnement pour la période estivale suite au départ de Jean Simonin, le chef de la police municipale. Donc on a proposé le recrutement de 2 gendarmes à la retraite et d'un saisonnier en tant qu'ATPM pour renforcer l'équipe. Et également, on vous propose de renforcer la mutualisation avec la police municipale de Sartilly, donc il y a un agent de police municipale pour permettre une couverture optimale et également un accompagnement au niveau administratif sur tout ce qui va être fourrière notamment. On
propose également de modifier pour essayer d'avoir une amplitude horaire plus importante en créant 2 équipes. Une équipe qui ferait du 8h-15h, une équipe qui ferait du midi 19h pour avoir une amplitude de présence de la police municipale entre 8h et 19h avec un temps de tuilage entre midi et 15h pour permettre aux équipes d'avoir aussi une passation d'informations. L'idée, c'est que l'équipe soit toujours constituée avec un agent titulaire et donc un gendarme à la retraite, notamment qui est recruté, et le saisonnier. Au niveau de l'accueil, présence du bureau de police, on a Joël Pajax, donc, sur sa demande et après avis du CST, qui a demandé à déplacer son poste de travail à la police municipale pour lui permettre de maintenir toujours son travail en termes d'assistant de prévention et de développement durable, mais également intégrer dans son planning horaire des tâches administratives au niveau de la police municipale, pour la gestion des objets trouvés par exemple, pour les bulletins de service au niveau de la police municipale et pour l'accueil, donc maintenir un accueil de bureau de police tous les matins. Et en dehors des horaires d'ouverture du matin, la police municipale restera joignable via le numéro de portable dédié pour les interventions urgentes. Et on mettra également une affiche pour inviter les gens qui viendraient physiquement l'après-midi à la police municipale de se rendre en mairie pour récupérer des informations si c'est nécessaire, puisque parfois l'information que me donnent aussi les agents de police municipaux, les agents de la police municipale, c'est qu'on a souvent des personnes qui viennent pour demander un itinéraire, pour demander un lieu, etc. C'est des informations que l'on peut donner au niveau de la mairie. Au niveau des moyens de patrouille, 2 VTT électriques vont être achetés pour favoriser les patrouilles à vélo, qui sont beaucoup plus pertinentes et performantes que des patrouilles en véhicule. En vélo, on a plus de facilité à s'arrêter et à discuter et à rencontrer les personnes dans la commune. Et on voit mieux également les choses qu'il y a ou qui se passent qu'en étant en véhicule. Et on va également privilégier tout ce qui est, et ça c'est déjà en place depuis quelques semaines, les patrouilles pédestres qui sont multipliées et qui permettent vraiment d'avoir un contact plus régulier et plus formel avec les administrés. Et au niveau de la supervision et de l'accompagnement, donc les agents sont placés sous ma responsabilité administrative et sous la responsabilité de Madame la maire pour tout ce qui est police judiciaire. Et donc du coup, moi j'accompagne mes agents pour tout ce qui est prise de décision, notamment sur la partie sécurité, mise en place de déviations, accompagnement dans le cadre des manifestations. Merci Nicolas. Sébastien, veut dire un mot sur ça et puis sur la mutualisation? Donc le dispositif qu'on est en train de mettre en place, c'est un dispositif expérimental, c'est-à-dire qu'on va voir pendant la période estivale comment ça fonctionne. Le projet de mutualisation avec une autre police municipale était un petit peu dans le tuyau. L'avantage de la police municipale de Sartilly, c'est qu'il y a déjà une convention qui est établie avec la police municipale. Donc c'est des agents qui ont l'habitude de travailler ensemble. L'idée, ce serait d'arriver à fédérer d'autres communes qui sont sur l'itinéraire entre Sartilly et chez nous, de façon à avoir un volant de quelques policiers municipaux pour pouvoir avoir une permanence quand les gens sont en vacances. C'est en cours de travail, on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Là, dans un premier temps, pour la période estivale, on a effectué des recrutements et puis on met en place cette mutualisation un petit peu plus accentuée avec Sartilly. Voilà. Mais on est en cours de travail sur le sujet et on vous tiendra au courant en fait, des évolutions, sachant qu'il faudra probablement peut-être penser à une embauche peut-être de deuxième partie d'année. On verra comment évolue la situation. Voilà. Là, l'idée dans un premier temps, c'était de trouver le meilleur fonctionnement en associant, bien sûr, enfin, ce sont nos policiers municipaux qui
qui ont la capacité de pouvoir nous dire ce dont ils ont besoin sur cette période estivale qui est quand même le pic de fréquentation pour nous hein, sur l'année, et en même temps de prendre le temps du coup de la réflexion sur la suite à donner, voilà, comment ça va se passer après, quoi. Ils sont associés automatiquement à toutes les réflexions et c'est eux qui nous orientent hein, dans les choix avec Nicolas aussi, que je remercie au nom de tous les élus parce que voilà, il répond aussi présent pour les accompagner. J'ai un peu de mal à comprendre la mutualisation avec Sarty, sachant qu'entre Sarty et Saint-Père, il y a au moins Saint-Pierre-Langer, Juloville, Carole, ils sautent par-dessus. En fait, on n'est pas du tout sur encore la mutualisation, c'est un mot hein, pour exprimer peut-être un objectif ou pas, je ne sais pas. En tout cas, si tu veux, on a déjà signé une convention. On a une convention de mise à disposition de personnel, ça fait déjà un certain temps hein, que ça existe, entre la police municipale de Saint-Père et la police municipale de Sarty. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Jean, qui était le chef de police municipale, et nos policiers municipaux ont l'habitude de travailler avec le policier municipal de Sarty. Ils se connaissent bien, ils font des formations ensemble. Donc, cette convention d'échange réciproque, hein, un bénéfice réciproque, elle fonctionne très bien. Donc, l'idée, c'est de la poursuivre. Voilà. Mais, dans le but, c'est ce qu'a dit Sébastien, peut-être d'arriver un jour à une mutualisation. Et là, on te rejoint complètement, en essayant d'emmener avec Sarty et Saint-Père les communes, de manière à ce qu'il n'y ait pas ce gap, hein, qui est l'ensemble des communes qui participent au projet. Et voilà, là c'est vraiment, c'est embryonnaire, tu vois, on est sur une ébauche de discussion avec les maires de ces communes, mais voilà, la discussion doit se poursuivre. Ouais, je peux rajouter. Et en fait, il y a une demande du côté de Sarty et d'autres petites communes. Il y a une demande, mais un policier municipal, ça a un coût. Et donc, en fait, en mutualisant les personnels, on peut faire une économie, en fait. C'est valable pour nous parce qu'on augmente l'effectif global. Et c'est valable pour des petites communes qui n'auraient pas les moyens d'embaucher un personnel complet. C'est vraiment une réflexion, c'est comme le disait Anaïs, c'est à l'état embryonnaire, c'est une réflexion, c'est voilà, en cours d'élaboration. Et puis là, pour l'instant, on assure l'été et que l'effectif qu'il peut y avoir, qui va être un petit peu majoré. Est-ce que je parle aussi de l'autre idée concernant les caméras? Ouais. Caméra. Ok. Ouais, une caméra juste devant chez toi pour voir qui va Tout va bien. Non, mais on vote Le Pen ici maintenant, pas de caméra s'il vous plaît. Il ne se passe rien à Saint-Père, c'est une ville calme. Est-ce qu'on a besoin de policiers municipaux en plus, de caméras c'est la parano qui va s'installer. C'était pas du tout ni l'objet de la conversation de ce soir, ni voilà, on a quand même eu une commission à la mairie de Granville qui a montré les statistiques de la délinquance et notamment d'une certaine typologie de délinquance sur le territoire. Et contrairement à ce que tu dis, il y a une augmentation plus que significative de cette délinquance sur le territoire. Mais ça, c'est une autre question. Je suis d'accord avec toi, c'est une autre question et on va se contenter de la note de service que vient de nous présenter monsieur le DGS et des compléments d'information fournis par l'adjoint à la sécurité. Je vais donner la parole à Isabelle parce qu'il y a encore une bonne nouvelle hein, qui est arrivée hier. On commence par une bonne nouvelle, on termine par une bonne nouvelle. Donc on vient d'être à nouveau labellisé en fait pavillon bleu pour la plage de Quiron. Donc on remercie Pauline Lecomte qui a beaucoup travaillé sur le dossier. Donc on a trouvé en fait qu'il fallait des actions. Donc cette récompense pavillon bleu, c'est quand même une labellisation quand même, il faut le rappeler, nationale, même internationale en fait, au niveau du tourisme durable hein, pour toutes les plages
Et ça, c'est l'association Terragir qui nous l'a en fait qui coordonne en fait cette labellisation. On est 10 plages en fait sur le secteur de la Manche, dont en fait Carole, Julouville, Donville, Granville, Saint-Martin-de-Bréal au niveau de notre comité de communes. Donc, ce qui est bien, nous on a quand même des actions, on renouvelle tous les ans en fait les actions qu'on avait auparavant, donc dont les animations. Et là cette année on a ciblé les balades commentées découvertes de la pêche à pied. Donc on a renouvelé, donc c'est le 23 juillet, le 6 août et le 20 septembre 2024. L'adhésion au réseau Good Friendly, donc ça c'est pour limiter les bouteilles plastiques. Donc on peut remplir en fait au point d'eau en fait à certains endroits comme la médiathèque, la mairie, certains commerces. Donc c'est en partenariat en fait avec l'office de tourisme et le SMPGA. Donc là vous pouvez en fait s'épastiller. Et ça permet de remplir donc pour tous les voyageurs, pour les personnes qui se baladent, les gens qui sont là la journée, les habitants, tout le monde. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est nous pour la commune en elle-même, donc la mairie où vous pouvez remplir votre gourde et la médiathèque. Il y a aussi Tous au jardin, donc c'est la troisième action, le 1er et le 2 juin, donc, dont vous trouverez un petit prospectus en fait que vous avez eu sur table, les rendez-vous au jardin, donc, qui est organisé en fait en balade découverte d'un jardin à l'autre. Donc ça met en valeur en fait toute la flore locale et nos spécificités en fait au niveau du littoral. Vous avez aussi l'exposition Respecte ta plage, donc du 18 au 1er août 2024, donc sur les différents mouvements littoraux, donc la pêche à pied entre autres, la laisse de mer, le tri, enfin, tout ce qu'on peut avoir comme déchets en fait sur la plage, dont en fait les bacs à marée en fait que l'on retrouve aussi un peu partout sur notre territoire. Vous avez aussi la plage sans tabac qu'on renouvelle, donc du 1er juillet au 31 août. Donc avec la mise en place donc, sur la zone de baignade en fait au niveau du poste de secours de Quiron plage sur 300 mètres. Et ça c'est en collaboration avec la Ligue contre le cancer de la Manche. Et en plus de ça, vous retrouvez systématiquement en fait des petites... je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des petits cendriers en fait de poche que vous pouvez avoir en fait, qui sont mis à disposition par le poste de secours. Et toute l'année en fait vous retrouvez, enfin comme je vous disais tout à l'heure, donc les bacs à marée en fait que vous avez sur Quiron à 2 ans, donc au Bocos et au niveau en fait du Pont Bleu. Donc ça c'est les actions en fait, les 5 actions que l'on mène en fait pour cette année, en plus des actions que l'on mène au quotidien. Donc sur les animations, donc au niveau foot de plage, etc. Enfin, avec toutes les associations, les écoles, etc. qu'on peut retrouver en fait sur la plage. Donc nous remercions en fait, comme je disais tout à l'heure, Pauline pour avoir fait ce dossier. Et puis nous nous engageons toujours. Donc on s'engage sur ça. On s'engage aussi toute l'année avec les ordures ménagères, parce que ça fait partie en fait de la labellisation, parce qu'on doit, sur notre secteur en fait où on est labellisé, avoir en fait du tri ménager qui se fait systématiquement sur une zone de 300 mètres. Donc ça, on a donc avec l'aide en fait de Granville Terramer. Voilà ce que je peux dire. Merci Isabelle. On est fiers de faire partie des 505 sites labellisés en France pour l'année 2024. Voilà. Et j'allais dire, la commune de Saint-Père est dans la dynamique d'un tourisme durable, de même que c'est de la politique, la stratégie qui est développée par Granville Terramer au niveau de son office de tourisme intercommunal. Voilà. C'est important. Et puis l'autre aspect, c'est la qualité de l'eau, les eaux de baignade. La ville de Saint-Père, tous les ans, s'engage sur 20 prélèvements, c'est-à-dire le nombre maximum de prélèvements.
comment dire, pris en charge pour partie financièrement par l'ARS et autrement par la ville, hein, à peu près 50-50, hein, je n'ai plus en tête. Voilà. Et ça garantit le bon suivi et la bonne gestion, parfois difficile à comprendre pour les esquivants ou pour les habitants, hein, quand on est obligé de fermer une plage, mais Queyron est moins impacté que la plage du Casino, sur laquelle le travail est engagé depuis plusieurs années pour l'amélioration de la qualité des eaux, et ça fait maintenant de nombreuses années consécutives qu'on n'a pas eu de mauvais résultats sur la plage du Casino. Donc on va continuer à œuvrer dans ce sens-là. Je voulais juste ajouter qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un travail de fond qui est mené par le SMAG au niveau des contrôles, au niveau des contrôles aussi des habitations, hein, parce qu'il y a des habitations qui ne sont pas conformes, qui ont des rejets dans les rivières, dans les ruisseaux, et tout ça, ça va à la mer. Donc, le SMAG a fait un nombre important de contrôles, notamment au niveau des ventes, mais pas seulement, et fait tout un travail aussi en amont, hein, d'investissement sur les réseaux, sur tout ça, et ce qui aussi contribue fortement à la qualité des eaux de baignade et à conserver ce pavillon bleu. Et on voit effectivement, l'autre jour, on a eu un compte rendu sur la qualité des eaux, et il y a une amélioration, pas qu'à Saint-Père, hein, sur tout le littoral. Il y a encore des points noirs, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est en face du Casino, là, toute cette partie-là qui est encore très compliquée. Puisqu'on parle du SMAC, on est où de l'eau rue du Mini-Golf? Elle n'était pas impropre, la construction? J'ai lu ça quelque part. Non, c'est pas... Récemment, là, ouais, l'actualité récente. Ouais. Non, c'était un problème de... Là, Pascal va en parler, il y a eu un problème de... Non, il y a eu une fuite. Potable, oui. Il y a eu une fuite cet après-midi. En fait, c'est tout simplement une canalisation qui a lâché, tout simplement, parce que c'est des canalisations qui sont vieillissantes sur le secteur de Queyron, et donc une canalisation qui a lâché en milieu de journée, donc avec une intervention nécessaire pour réparer et remettre en état la distribution d'eau qui s'est faite dans l'après-midi. Donc c'est de la compétence du SMPGA et pas du SMAC. Oui, c'est vrai. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur donc le pavillon bleu, c'est vraiment bien. C'est le ramassage des ordures. On a déjà remarqué, notamment le week-end de 5 jours, il y en avait partout. Alors, je dis ça à Saint-Père, mais c'était vrai à Juloville. C'était vrai partout. Hein. Il y a une solution pour... c'est insupportable, hein, pour les voisins. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a eu un concours de circonstances malheureuses, parce que les 3 camions de relèvement au niveau des points de collecte, les 3 camions de GTM sont tombés en panne. Donc déjà, ça, c'est une première explication. Ouais, c'est la folie, hein. C'est en même temps. C'est un truc de dingue. En même temps, il y a eu une influence record sur le territoire, donc sans doute de la part de GTM un manque d'anticipation, hein, il plaide, mais en plus comme les camions étaient en panne, c'était un peu compliqué. Nous on a fait faire des ramassages supplémentaires, hein, par nos services techniques municipaux, parce que voilà, ça débordait. Le seul souci, si tu veux, c'est que les gars ils passent le matin, ils ramassent, à midi c'est déjà plein. C'est infernal. Donc voilà, là on est en train de travailler avec Grand Vilter et Mer pour améliorer au niveau de la cadence, au niveau des points de collecte, augmenter la capacité des points de collecte. Oui, on ne va pas rester sans réagir, mais c'est vrai que là, très sincèrement, je pense qu'on s'est fait complètement déborder, quoi. Et c'était partout, tu as raison, hein, c'était partout pareil. Même les maires des communes plus rurales ont eu les mêmes problèmes, des problèmes qu'ils n'ont pas habituellement. Il y avait un monde de dingue ce week-end-là. Et un concours de circonstances qui ont fait que ça n'a pas été géré comme ça aurait dû l'être. Voilà. C'est pas que de l'incivilité, en fait, les containers étaient remplis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde, en fait, on a bien vu au niveau national, c'était énormément de personnes qui se sont déplacées pour ce week-end-là qui était de 5 jours,
donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes. Il a fait très beau. C'est vrai que c'est un peu... Ouais, au niveau circonstances, malheureusement, on a retravaillé avec GTM le service déchets. Donc on essaie de voir, on a vu vraiment les gros points noirs. Et c'est vrai qu'il y a eu les problèmes de camions, il y a eu la terre qui ne pouvait pas non plus parce qu'elles avaient un problème de personnel. Nous, on a fait intervenir, donc heureusement qu'on a fait intervenir, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 1 heure après, c'est aussi plein. Mais en fait, les colonnes étaient déjà remplies, donc c'est pour ça que tout le monde a amené autour. Nos services étaient là aussi pour enlever, donc ils ont fait le nécessaire, mais ça ne suffisait pas, on ne pouvait pas. Et en plus de ça, nous, on était obligés de conserver, nous, aux ateliers, tous les déchets. Donc c'est pas mieux, donc on mettait un problème ailleurs, donc c'était pas non plus pour la population qui habite à côté. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Donc on essaie de trouver des moyens et on va y arriver. C'est beaucoup mieux que ça n'était. Hein, au niveau poubelle, c'est beaucoup mieux. Il y aura toujours, ça peut pas être pas fait partout et toutes les communes ne se ressemblent pas, même sur la même communauté de communes. Donc c'est toujours difficile. Vous n'oubliez pas l'agenda culturel, les rendez-vous au jardin. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Oui. Juste un petit rappel, parce que l'association LASAC, Artisans Commerçants, vous invite tous le 8 juin à 18h30 et en tenue rétro, voilà, si possible. Et l'entrée, l'animation est gratuite, animation d'Uber comme d'habitude à partir de 18h30 et le relais est pris par Stéphane en DJ. Voilà, le petit samedi. N'oubliez pas. Ouais. Merci. Merci. Oui. Oui, et Daniel, est-ce que vous faites savoir s'il y aura une repousse de Ganivelle sur l'arrière avant la saison touristique, pardon, afin d'éviter les piétons sur la dune au niveau d'embouchure du Tard, non, au niveau du cordon dunaire, pardon, du Tard. À ma connaissance. On l'a signalé au service technique. Voilà, ils sont dans la préparation estivale quand même, donc ils vont faire peut-être quand ils auront du temps, mais pour l'instant ils sont. Ça pousse, tu vois, les gens réclament la mise en eau de la retenue d'eau, le plongeoir vient d'être mis, là, si vous avez vu, il y a des travaux au niveau du poste de secours pour l'accessibilité PLR. Chose faite pour la piscine ce week-end. Hein. Voilà. Elle est ouverte, hein, la piscine, enfin la retenue d'eau de mer, très exactement, c'est pas une piscine. Parce qu'elle est chauffée cette année, elle est chauffée. Elle est chauffée comme tous les ans par le soleil. Autre question, j'avais déjà interpellé par rapport à la subvention exceptionnelle pour le tennis de table, pour les 20 ans du tennis de table. Est-ce que une subvention a été attribuée? Le comité de suivi du Joa Casino se tient dès le 10 juin. 10 juin. Ouais. Ce sera décidé à ce moment-là. Les cérémonies du 8 mai. Moi, je trouve dommage, voire regrettable que nous, élus, nous ayons été prévenus que Il y a un problème de communication. Ouais. Mais c'est pas pour la première population, parce que beaucoup de la communication se fait beaucoup par Facebook. Mais tout le monde n'est pas sur, ne sont pas sur, toutes les personnes de Saint-Père ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et alors moi, j'approuve totalement la cérémonie mutualisée, parce que ce sont à chaque fois des belles cérémonies. Mais je pense qu'inviter la population Saint-Péret, ne serait-ce qu'au dépôt de gerbe à Saint-Péret. Non, mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis. On n'est pas bon là-dessus, là. C'est pas la première fois. Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est l'arrivée de gens, la communauté de gens du voyage. Voilà. Voilà. Alors, en fait, voilà. Donc là, cette communauté, en fait, c'est une famille. C'est pas vraiment une communauté, c'est une famille. C'est pas un grand passage. Donc, comme c'est pas un grand passage, et qu'en plus c'est pas dans le cahier des charges et le règlement de l'aire de grand passage, il n'était pas possible, pas question qu'ils s'installent sur l'aire de grand passage. Donc ils se sont installés là où vous savez, hein, derrière Millet. C'est un terrain privé, donc qui appartient à la Schéma, qui n'est même pas encore vendu aux différentes entreprises qui vont s'installer par la suite. Et donc, ça a été géré par Grandville Terre et Mer, hein,
c'est le DGA de Granville-Terre-et-Mer qui gère ces questions-là, avec bien sûr Madame Reteau et puis l'association Solia aussi, qui a été sollicitée, le pasteur. En fait, Monsieur Viss est décédé le week-end dernier. Donc la cérémonie a eu lieu jeudi à Donville-les-Bains et ils se sont engagés à partir de lundi. Voilà. Il y a comment on appelle ça, une convention qui a été signée avec eux, voilà, avec un certain nombre d'alinéas, et ils se sont engagés à respecter cette convention, à payer de façon plus symbolique que réelle les fluides qu'ils vont utiliser, bien sûr, et surtout à laisser le terrain propre. Par contre, moi, forcément, j'étais pas contente parce que je sais très bien que les chemins alentours sont souillés et que donc ce sont nos propres services techniques municipaux qui vont devoir nettoyer ce qu'ils auront laissé derrière eux. Maintenant, si le propriétaire est d'accord pour que les gens s'installent sur le terrain, moi, maire, j'ai pas de moyen d'agir. Et c'était bien le sens de la convention, c'est que la convention, elle a été signée, elle est tripartite entre le propriétaire, Solia et la famille, donc la famille Viss. Moi, je dis à chaque fois, ce ne sont pas nos employés municipaux de nettoyer les chemins et champs aux alentours. Donc, on peut peut-être aussi demander au propriétaire qui a accepté la revue de prendre en charge le nettoyage s'il y a lieu après. Je suis d'accord. On sera demandé. Bon, apparemment, il n'y a pas eu de dégradation, il n'y a pas eu de débordement. Ouais. C'était quand même un peu des circonstances un peu exceptionnelles. Donc ils savaient qu'il y avait un décès. Il était en fin de vie à l'hôpital de Granville, voilà. Monsieur Viss. Un peu humain, voilà. C'est une famille en fait, c'est pas une communauté, c'est une famille là. Justement, circonstances exceptionnelles, est-ce que le terrain de grand passage, exceptionnellement, on n'aurait pas pu... Vous ne pouvez pas l'ouvrir. Tu peux pas... après, quand tu déroges, c'est compliqué, tu sais, Sylvie. Ça fait jurisprudence. Non, mais par contre, quand même, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a une alternative qui a été proposée par la schéma, par Granville-Terre-et-Mer, et ils ont refusé. Il y avait un autre terrain qui a été proposé, ils n'ont pas voulu y aller. Voilà. L'aire de grand passage, ils ne veulent pas l'ouvrir avant parce que c'est une entente avec les riverains de l'aire de grand passage. Ils se sont engagés à ne pas l'ouvrir avant 15 jours. Si la deuxième année, ils l'ouvrent avant, à un moment donné, ça marche plus. Moi, je veux bien comprendre, là, c'est une famille, mais c'est une très grande famille. C'est-à-dire qu'il y a des caravanes qui sont arrivés encore très dernièrement. La cérémonie a eu lieu hier, donc forcément, il y a encore du monde sûrement qui est arrivé en tout temps, mais ils s'en vont, normalement, ils s'en vont lundi. Voilà. Donc, en fait, désolé, mais le terrain de grand passage ne réglera donc pas le problème. Non, mais ça, on sait. Qui ne sont pas de grand passage, non ? Si c'est pas du grand passage, tu n'ouvres pas l'aire de grand passage. C'est très cadré, tu sais, il y a un cahier des charges, un règlement. Faire une demande à l'avance. Mais ça, moi, on l'a dit du début. Enfin, Saint-Père, toutes les communes littorales, on le sait très bien. Ça ne réglera pas le problème. Si vous avez terminé au niveau des questions, on va clôturer la séance. Et moi, je vous invite au pot de l'amitié. Alors, c'était à l'origine pour fêter mon anniversaire. Et puis, c'est aussi pour fêter toutes les bonnes nouvelles. Le Carmel, je pense que c'est un peu... voilà. On va partager ça ensemble. Parce qu'il me semble que c'est dit entre nous qu'on fallait se fêter Bien sûr.